View. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle session Twitch. Aujourd'hui, on va attaquer le dernier module de la Z305. On va parler de migration de vos ressources on-premise dans Azure. Donc on verra les différents chemins de migration, on va parler de refactor, de rehost, de réarchitecte, etc. On verra aussi les services Azure qui vous permettent de migrer vos workloads depuis votre on-premise vers Azure. Donc on parlera d'un service en particulier qui s'appelle Azure Migrate, qui va vous permettre, encore une fois, de prendre des VM et de faire un copy-paste de ces VM dans des réseaux virtuels Azure. Mais pas que. On verra qu'il fait plein de choses, ce service. Et puis, on va parler aussi de stratégie de migration. On verra quelles sont les stratégies de migration conseillées par Microsoft pour justement que vos workloads soient hébergés dans le cloud public Azure. Et on terminera aussi, bien entendu, par une session de questions-réponses qui est importante. Donc, c'est parti, Design a Migration Solution. Donc, le principe, c'est j'ai des workloads on-premise, je veux que ces workloads soient migrés dans Azure. Et je veux le faire au travers de différentes méthodes. Mais en tant qu'architecte, je vais devoir réfléchir à pourquoi je migre ces workloads dans Azure. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de se dire on va les migrer. Avant ça, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je les migre au final, ces workloads? Et une fois que je les ai migrés, dans quelles conditions je vais les héberger dans le cloud Azure? Quelle va être la sécurité associée? Quel va être mon travail au niveau des services IaaS ou des services PaaS? Bref, toutes ces questions, on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Ici, vous avez la mind map que vous connaissez maintenant. Et j'ai commencé cette mind map par une question toute bête. Je suis architecte cloud. Quelles sont les questions que je dois me poser? Et je dirais qu'il y en a 5. Quelles sont les 5 questions à se poser avant d'architecturer une solution dans Azure? La première question à se poser, de mon point de vue, c'est est-ce que mon archi, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que mon archi va être dans un environnement sécurisé? Deuxième question à se poser, c'est quel va être le coût? Cette question, elle doit être posée avant la migration. On ne se pose pas la question après. Parce que des fois, on a des surprises et on se rend compte que c'est plus cher peut-être d'avoir migré nos workloads. Alors certes, on a une meilleure sécurité, un meilleur SLA, mais si le coût est extrême par rapport à notre infra on-premise, est-ce que ça vaut vraiment le coup, justement? Et cette question-là, elle est aussi très importante. La troisième, c'est quels sont mes objectifs business? En fait, cette question-là, on pourrait même la mettre en premier. C'est-à-dire, pourquoi je migre mon infra dans Azure? Quels sont mes objectifs business derrière? Si je ne peux pas répondre à cette question, ça ne vaut même pas le coup de migrer cette infra dans Azure. Qu'est-ce que va m'apporter le cloud public en vue de cette migration? Quels vont être mes objectifs business? Qu'est-ce que ça va m'apporter versus mon business? Donc ça, c'est une question qui est, pour moi, peut-être la plus importante, que je pourrais peut-être même dû mettre en point 1. Et puis, la quatrième question à se poser en tant qu'architecte, c'est quelles sont les limitations des services? Vous savez que dans Azure, on a des limitations en termes de quotas, on a des limitations sur les fonctionnalités des services PaaS. Est-ce que si je migre mon infra dans Azure, ces limitations ne vont pas m'impacter durablement sur mon business? Donc en tant qu'architecte, on doit se poser cette question. Et puis, la dernière question de mon point de vue à se poser en tant qu'architecte, c'est quels sont les efforts à fournir pour assurer mon MCO, pour assurer mon maintien en condition opérationnelle de mon infrastructure. Et en fonction de ces 5 questions, je vais pouvoir prendre la décision ou pas de designer une infra cible qui aura lieu lors d'une migration de mon infra on-premise vers le cloud public Azure. Donc voilà les 5 questions, et d'ailleurs je devrais en faire une vidéo, que vous devriez vous poser en tant qu'architecte, avant toute migration, avant tout design. Est-ce que c'est sécurisé? Quel va être le coût? Quels sont mes objectifs business? Quelles sont les limitations des services Azure?
et quels sont les efforts à fournir pour assurer un maintien en condition opérationnelle de mon infra. Ces 5 questions-là, il faut les avoir toujours en tête quand vous designez une architecture. Une fois qu'on a ça, on va se poser directement sur la tablette et puis on va se dire, on va maintenant définir une stratégie de migration. Donc cette stratégie de migration, elle va prendre en compte quoi? Mes objectifs business, ça on en a déjà parlé. La justification associée à mon business. Je vais devoir prioriser les workloads que je veux migrer. Ce qu'on vous conseille souvent, c'est de commencer petit tout en voyant grand. C'est-à-dire commencer sur un workload qui n'est pas critique, sur lequel vous allez pouvoir vous faire la main dans Azure. Et puis après, passer petit à petit sur des workloads un peu plus importants pour avoir une meilleure maîtrise des outils de migration. Donc on va définir une stratégie. Dans cette stratégie, on va devoir comprendre les motivations qui vont faire qu'on va migrer nos workloads dans Azure. Et puis après, on va passer à la phase de planification, où là, on va se poser plein de questions avant la migration qui sont très très importantes. La première question, c'est est-ce que je vais avoir les compétences de faire cette migration? Et une fois que la migration est finie, est-ce que j'aurai les compétences en interne pour administrer cette migration? Si je réponds non à ces 2 questions, il va falloir que je pense vraiment à définir un plan de compétences en interne dans mon entreprise. Et puis, il y a quand même la conduite du changement à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'explique à mes équipes les choix technologiques qui ont été faits, souvent par ma direction, donc j'en suis même pas toujours la première partie prenante, et que ces choix technologiques sont bénéfiques pour l'entreprise et sont bénéfiques pour eux en tant que salariés, et que ça ne va pas impliquer des réductions d'effectifs. C'est pas parce que le MCO est dévolu à Microsoft que j'ai plus besoin d'administrateurs système, réseau, etc. puisque tous ces métiers sont nécessaires dans le cloud public Azure. Que vous fassiez du backup, que vous fassiez du stockage, du réseau, de l'intelligence artificielle, tous ces métiers-là sont disponibles dans Azure. Donc prenez en compte ça, prenez en compte la conduite du changement. C'est humain du fait de dire, moi, j'ai peur de migrer mes ressources dans le cloud, parce que ça va me demander une énergie folle pour apprendre ces nouvelles technologies. Et cette énergie, je préfère la mettre ailleurs. Donc il y a toujours un frein au changement parce qu'on a peur de ce que ça va nous coûter. Donc expliquez à vos équipes, ok, mais si tu migres, sache que, ok, en one shot, ça va être compliqué, mais tu as les ressources personnelles pour y arriver. Mais une fois que c'est migré, sache que tu vas être accompagné, on va te former, etc. Donc, rassurez vos collaborateurs. Ensuite, il va y avoir la phase de j'ai défini une stratégie, j'ai planifié cette stratégie, maintenant je suis prêt. Et donc, dans le cadre où je suis prêt, je vais mettre en place toute l'infrastructure de gouvernance liée à cet objectif d'infrastructure. Et pour le mettre en place, je vais utiliser, par exemple, ce genre de schéma. Alors là, ça peut vous faire peur, mais n'ayez pas peur. Mais ce genre de schéma sont des schémas, au final, cibles, où vous allez partir sur un abonnement de connectivity à base de Hub and Spoke. Puis après, vous allez faire atterrir vos applications dans des landing zones. Mais pour que ces applications fonctionnent, vous allez devoir mettre en place des identités qui vont pouvoir accéder à ces applications. Et donc, vous allez commencer à migrer vos workloads dans Azure via des contrôleurs de domaine dans des abonnements dédiés. Puis, vous allez avoir besoin de monitorer cette infrastructure au travers d'un abonnement dédié à la gestion de vos abonnements, justement, à base d'automation account, de log analytic workspace dont on a déjà parlé. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, il faut penser à la sandbox pour nous faire la main sur les applications à migrer, sans impacter la prod. Ici, on va retrouver aussi un abonnement qui va servir de template pour les futurs déploiements, où vous allez mettre toutes vos ressources que vous voulez dupliquer au standard de votre entreprise. Et puis, si on va un peu plus haut, on va avoir aussi, au travers des management groups, une structure organisationnelle qui correspond à votre propre organisation, avec vos propres services, etc. Bien souvent, on va appliquer des policies dessus, pour gérer qui peut faire quoi dans mon organisation. Et puis, encore une fois, tout ça va être basé sur l'Azure Active Directory, qui est le système central de gestion de mes identités. Donc, il va falloir penser à répliquer mon Active Directory on-premise dans l'Azure Active Directory. Bref,
ce beau schéma que je vous montre, c'est une cible, mais on est bien d'accord que lors de la migration, on n'aura pas mis tout ça en place. Ça serait l'idéal d'avoir pensé à la gouvernance à base de landing zone de Hub and Spoke avant la migration. Dans la réalité, c'est très rare qu'une entreprise, avant de migrer ses workloads, elle ait pensé gouvernance, elle ait pensé Hub and Spoke, elle ait pensé abonnement identité, landing zone, etc. Mais c'est quand même un état de l'art qu'il faut prendre en compte. Une fois qu'on a ça en tête et qu'on est prêt, encore une fois, à migrer nos workloads, eh ben on va revenir ici. On a créé notre landing zone. On a utilisé les best practices Azure au travers de l'Azure Architecture Center. Vous le savez, hein, ce site il est très important pour un architecte. L'Azure Architecture Center, c'est la référence. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous le remontre quand même. Mais l'Azure Architecture Center, je vous mets le lien dans le chat, vous permet de regarder et de télécharger les schémas d'architecture créés par Microsoft à destination des architectes qui sont basés sur les bonnes pratiques Azure. Par exemple, si j'ai du Hub and Spoke à déployer, voilà mon architecture Hub and Spoke. Vous voyez là, on a tous les composants qui sont mentionnés, le hub avec son Azure Bastion, son Azure Firewall, sa VNG, etc., Virtual Network Gateway, ces SPOC qui sont rattachés via du peering. Tout ça est expliqué ici. Chaque composant est explicité. Et puis tout en bas, si vous allez vers le bas, vous allez pouvoir même déployer cette infrastructure de manière automatisée en CLI, en PowerShell, en Bicep ou via le portail Azure pour tester cette infrastructure avant le déploiement. Donc vous voyez, Microsoft met tout à disposition et en plus, vous pouvez, si vous avez un problème avec l'anglais, c'est tout bête, hein, mais c'est quand même appréciable d'avoir toutes les explications en français. Donc pensez Azure Architecture Center. Pour moi, c'est la référence. C'est ce qu'il faut utiliser en tant qu'architecte. Donc si on revient maintenant à mon fameux tableau, on a parlé des landing zones, on a parlé des readiness guides, on a validé les best practices qu'on va utiliser et qui sont basées sur les recommandations Microsoft. Et puis après, il y a la phase de migration. Dans la phase de migration, on a la phase d'adoption, où là, on va travailler sur la conduite du changement, mais il y a aussi les premiers workloads, les premières VM ou les premiers services qu'on va migrer dans le cloud public Azure. Une fois qu'ils sont migrés, on va réfléchir au scénario pour améliorer ces applications. Est-ce que je pars sur du réarchitecte au travers, par exemple, de AKS? Est-ce que j'utilise des fonctions pour du serverless? Bref, je vais essayer aussi de moderniser, pourquoi pas, mon infrastructure. Mais ces plans, une fois qu'on est prêt et une fois que l'adoption est effectuée, vous voyez, ne sont pas créés sans une phase de gouvernance où on va définir la méthodologie, où on va définir les best practices et sans une phase de gestion, de management. Et tout ça va concourir à ce que votre infrastructure, au final, sera up and running avec un MCO parfait et pour que vous puissiez continuer à utiliser vos workloads dans Azure suite à la migration. Moi, en tant qu'architecte, j'ai bien compris que j'avais un rôle à jouer, mais je me pose les bonnes questions. Donc les questions à se poser, on en a parlé de certaines pour un document d'architecture, mais l'entreprise doit se poser ses propres questions. Pourquoi transférer dans Azure? Donc là, il y a les aspects législatifs à prendre en compte. Donc dedans, on va retrouver pourquoi transférer dans Azure. Donc on va reprendre en compte les aspects législatifs, l'aspect coût, l'aspect humain et bien d'autres. Ensuite, au niveau des questions, c'est quels sont les résultats attendus? C'est important. Ok, je migre, mais pour quels résultats attendus? Puis il va falloir définir un calendrier de migration. Est-ce qu'il y en a? Et puis, bien entendu, est-ce qu'il y a une date cible au final dans mon calendrier de migration
pour la disponibilité de la solution dans Azure. Donc ça, c'est les questions qui doivent être prises en main, qui doivent être réfléchies bien avant la migration. Ensuite, une fois qu'on a eu ça en tête et qu'on a réfléchi à ça, eh ben, on va commencer à parler cette fois des fameuses migration strategies. Donc les migration strategies, c'est les fameux 5 R. Ça vous dit quelque chose, le refactor, le rehost, etc. Normalement, ça doit vous dire quelque chose, messieurs, dames. Stratégie de migration. Alors là, on va commencer par le premier, le plus simple, le rehost, aka lift and shift. En gros, c'est un copier-coller de VM dans Azure. Donc, vous aviez des VM on-premise, vous allez copier-coller ces VM dans Azure. Ça, c'est le principe du rehost, aka lift and shift. Je dirais que c'est le plus simple. Ensuite, au niveau des stratégies de migration, vous avez le refactor. Le refactor, là, c'est quoi? C'est le fait que on va considérer qu'on va, dans une logique, par exemple DevOps, donc de containerisation, conteneur, voilà. On va prendre notre code existant et on va le mettre sur un service Azure qui va pouvoir le porter, ce code. Mais parfois, on va choisir de faire ce qu'on appelle du réarchitecte. Donc on a des systèmes qui pourraient être migrés tels quels via du rehost, mais on se dit, plutôt que de les migrer tels quels, on va essayer de faire ce qu'on appelle du cloud native, où là on va utiliser des technologies telles les microservices ou la containerisation pour justement avoir une vision un peu plus moderne de notre infrastructure. Donc là, on est dans une logique de réarchitecturing. On oublie la migration, on va moderniser notre application pour la rendre cloud native. Et puis, parfois, on va avoir une logique de rebuild. Pourquoi? Si le réarchitecte n'est pas possible, parce qu'on trouve que c'est trop cher, parfois, on va se dire, on va démarrer from scratch. C'est-à-dire qu'on va recoder de A à Z l'application. Parce qu'on va se dire, ça coûte trop cher de la réarchitecturer, de la mettre en rehost, ça va apporter aucune nouveauté d'aller dans le cloud Azure, de faire un copier-coller de mon application. Je vais en profiter pour faire un rebuild. Et puis, on a une dernière possibilité parmi les 5 R, qui est le replace. Et là, c'est de se dire, mon application, au final, elle vend des patates sur Internet. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire appel à un tiers qui a déjà une solution clé en main pour vendre mes patates sur son site web? Et dans ces cas-là, on rentre dans ce qu'on appelle un replace, où on va utiliser une solution SaaS, bien souvent, pour migrer mon application dans de bonnes conditions. Voilà toute la logique qu'il y a derrière sur le refactor, le réarchitecte, le rebuild, le replace et le rehost. Donc logique à avoir toujours en tête quand vous choisissez la migration de workload dans Azure. Autre point aussi, autre question à se poser, encore une fois, c'est déterminer qu'est-ce que je veux migrer. Que vais-je migrer? Typiquement, est-ce que tous les workloads doivent être migrés? Concrètement, si j'ai des machines 32 bits, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans Azure? Sachant qu'on peut migrer des workloads 32 bits, mais il n'y a pas de SLA proposé par Microsoft sur ces OS 32 bits. Donc ça peut être une question. Deuxièmement, il y a des données qui sont confidentielles. Et pour X ou Y raison, je ne veux pas qu'elles soient migrées dans un cloud public, que ça soit Azure, que ça soit OVH, que ça soit GCP, AWS, etc. Donc au final, ces workloads, ça peut être quoi quand c'est du on-premise? Ça peut être du Windows, du Linux, etc. Ça peut être aussi
bien entendu, des serveurs SQL. Serveurs SQL. Ça peut être des VM à base de, je sais pas moi, d'ASP.NET ou même de Sapana. On en voit pas mal des migrations dans le cloud public. Et ça peut être des VM à base de calcul haute performance, suivant l'activité de l'entreprise, qu'on appelle des HPC, High Performance Computing. Une fois qu'on a tout ça en tête, on va se poser la question de quels outils utiliser. Alors, au niveau des outils à utiliser, il y en a plein disponibles dans le portail Azure. Nous, on vous conseille chez Microsoft d'utiliser un service qui s'appelle Azure Migrate, qui est fait pour ça. Son rôle, c'est justement de migrer vos ressources dans le cloud public Azure. Et alors justement, ces ressources-là, pour les migrer, Azure Migrate, lui, il est capable de faire ce qu'on appelle une phase d'assessment. Donc la phase d'assessment, c'est quoi? C'est avant la migration de vos VM en rehost dans Azure, par exemple, donc un lift and shift. Azure va vous demander, on va vous demander d'installer un agent sur ces mêmes VM à migrer. Et Azure va analyser la consommation de ces VM en termes d'accès disque, en termes de bande passante, en termes d'OS, en termes de taille de disque, en termes de CPU, de RAM. Et va pouvoir vous dire avant la migration, voilà, si tu migres tes VM, voilà combien ça va te coûter chaque mois. Pour les manage disques, est-ce que j'ai besoin de premium, est-ce que j'ai besoin d'ultra disque, est-ce que j'ai besoin de SSD standard? Mais pas que, il va aussi pouvoir vous dire, est-ce que ma VM elle est migrable dans la phase d'assessment? Donc il va regarder l'architecture et il va regarder est-ce qu'elle est migrable. Par exemple, pourquoi une VM ne serait pas migrable? Si vous l'aviez bitlocké, imaginez au démarrage de votre VM sur un hyperviseur type Hyper-V, au niveau de l'OS, sur du Windows Server, vous avez bitlocké le démarrage. Sauf que si vous migrez le VHD dans Azure, au moment du lancement de la VM la première fois, Azure, lui, il n'a pas la clé de décryptage. Donc ça ne marchera pas le démarrage de la VM. C'est pour ça que concrètement, alors je parle de BitLocker, ça peut être d'autres outils, mais ça peut être intéressant de se dire, ok, j'ai une logique qui est de dire, je vais migrer mes workloads, mais grâce à la phase d'assessment, je vais voir si ces workloads sont effectivement migrables. Mais là, on parle de assessment, mais l'assessment, il est valable pour des VM, mais aussi pour des bases de données. Il faut savoir qu'on est capable, lors de la migration, de même transformer une base de données. Et ça va être la deuxième phase, la phase de migration. Dans la phase de migration, on peut partir d'une VM et l'envoyer vers un service PaaS. Par exemple, vous avez une VM avec du 2IS et du .NET, ça peut être transformé en une web app avec du .NET dans Azure. Donc on part de IaaS et on finit en PaaS. Ça peut être aussi de changer le moteur de la base de données. Ça demande bien entendu du boulot, mais je l'ai déjà vu. Par exemple, imaginez au début, vous êtes sur, je sais pas moi, sur du SQL et vous voulez aller sur autre chose, sur du MySQL, sur du Postgre ou je ne sais quoi. Ça peut être je pars de l'Oracle et je finis dans du MySQL ou du Postgre. Donc, Azure Migrate va vous fournir des outils pour que votre base, lors de la migration, son schéma soit modifié pour entrer dans un nouveau service Azure. Donc, on a la logique de IaaS vers PaaS, mais on a aussi la logique de base de données d'un modèle X vers base de données d'un modèle Y. Et puis, on parle de ressources à migrer, de VM, mais parfois, ça va être de la data à migrer. Et quand vous voulez migrer des données dans Azure, globalement, vous avez ce qu'on appelle la série des databox, qu'on va voir ensemble, un peu plus en détail tout à l'heure. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle le service import-export, qu'on a déjà vu de mémoire dans la Z104, qui vous permet d'avoir un disque dur que vous allez bitlocker, que vous allez nous envoyer. Dans ce disque, vous avez copié vos données. Donc ça doit être du SATA de mémoire. Et pour à peu près une centaine d'euros, 80, on va prendre ce disque une fois qu'il est arrivé dans nos data centers et on va importer vos données. Comme ça, et après on vous renvoie le disque. Comme ça, vous restez maître de ce disque-là. Donc voilà, tout ça, ça concourt à des stratégies de migration qui sont mises en place chez Microsoft pour vous permettre de migrer
soit des VM, soit des services, par exemple une application, du .NET, de JS, ou même de migrer une base de données. Et à ce propos, il y a un autre service Azure qui est méconnu, mais qui est quand même important à connaître. Ici, je vous l'affiche. Voilà. Donc dans Azure, quand vous voulez migrer des ressources, vous pouvez utiliser un service qui s'appelle Azure File Sync. Et Azure File Sync, son rôle, c'est quoi? Ça va être de vous permettre d'avoir au final une hybridation de votre stockage. C'est-à-dire que vos serveurs de fichiers on-premise, ils étaient basés par exemple sur du Windows Server avec un service qu'on appelait DFS, Distributed File System. Ce service-là, il vous permettait en SMB d'accéder à vos partages réseau. Et imaginez que maintenant, la référence, c'est plus vos serveurs de fichiers, c'est un compte de stockage qui est dans Azure, qui est représenté ici. Et ce compte de stockage dans Azure, il va contenir vos partages qui ont été synchronisés depuis votre réseau on-premise. Et en fait, vos serveurs on-premise de fichiers, ils vont devenir des caches du compte de stockage. Ce qui fait que quand l'utilisateur il est en dehors de l'entreprise, il accédera aux données directement depuis le compte de stockage Azure. Et quand il est au sein de l'entreprise, il va accéder aux données sur ces serveurs de fichiers qui sont ni plus ni moins que des mises en cache de ce qu'ils ont récupéré du storage account qui devient la référence. Et pour faire ça, on va utiliser un service qui s'appelle Azure File Sync et qui va nécessiter l'installation d'un agent qu'on appelle l'AFSA, l'Azure File Sync Agent, sur vos serveurs de fichiers Windows. Ce qui va vous permettre d'avoir une infrastructure à base de partage réseau qui est hébergée dans le cloud Azure, mais aussi qui est hébergée dans votre propre infra on-premise. D'où le terme hybridation dont je vous parlais, qui est un point qui est quand même important. Mais on a aussi la possibilité, voilà, ici, d'utiliser un service qui s'appelle Storage Migration Service, qui va vous permettre, à partir de, alors là vous le voyez on-premise, vos BNetApp par exemple, vos partages Samba, vos serveurs de fichiers, de migrer vos données après avoir inventorié celle-ci. Donc il y a une phase d'inventory. Inventory. Voilà, j'ai du mal. Voilà. Après une phase d'inventaire de vos données, ça va vous permettre de transférer vos données rapidement dans Azure sur un service qu'on appelle Azure File Share, qui est ni plus ni moins qu'un partage SMB, ou NFS d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas que du SMB. Et donc ce service, ça s'appelle Storage Migration Service. Donc là aussi, ça vous permet de transférer rapidement vos données dans le cloud public Azure. Une fois qu'on a tout ça en tête, on peut commencer à travailler sur la partie migration. Et je vous ai dit que la partie migration, c'était avec Azure Migrate. Donc pour créer le service, il suffit de taper Azure Migrate dans le portail Azure, comme c'est affiché ici. Et là, on va retrouver un peu ce que je vous ai présenté. Par exemple, dans cette partie-là, ça va être tout ce qui est migration de VM dans Azure. Donc si je clique dessus, il va me proposer la phase d'assessment. Dans cette phase d'assessment, je vais pouvoir soit télécharger une appliance, donc au final, soit un VHD, ici, de 12 Go, qui va me permettre de déployer une VM dans mon infra on-premise, et cette VM va déployer un agent sur les VM à migrer. Donc ça, c'est la première possibilité. Soit j'ai une infra VMware on-premise, et dans ces cas-là, je vais télécharger un OVA, et c'est le même principe. C'est ma fameuse appliance de migration qui va déployer un agent sur mon infrastructure on-premise en vue de migrer mes VM. Donc ça va me permettre de remplir la phase d'assessment et de migration. Ou alors, si je n'ai pas envie de déployer une infrastructure on-premise pour justement m'aider à la migration, mais que je veux quand même faire la phase d'assessment, vous allez pouvoir créer un fichier CSV spécialement formé avec des champs où vous allez définir tous les workloads à migrer, leur taille en termes de CPU, de RAM, de disque, d'OS.
Et à partir de là, en important ce fichier, Azure va pouvoir vous dire, sans avoir fait une réelle phase d'assessment, puisque c'est basé sur votre déclaration, ce n'est pas un agent qu'on déploie, mais à partir de ce fichier CSV, ils vont pouvoir vous dire, OK, voilà combien ça devrait te coûter, et voilà ce qui est migrable ou pas dans Azure. Donc ça, c'est la phase d'assessment. Une fois qu'on a fait la phase d'assessment, va rentrer en jeu la phase de migration. Dans la phase de migration, on va migrer les services, on va migrer les VM. Donc là, on rentre dans une logique de rehost ou pas, etc., de réarchitecturing. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que les VM sont répliqués au fil de l'eau, on appuie sur le bouton Migrate et c'est officiellement parti pour une migration d'un coup de mes ressources. Ça, c'est Azure Migrate, mais sachez qu'il y a d'autres outils qui sont proposés par des ISV, par des Internal Software Vendors, donc des vendeurs tiers, comme Cloudemize, qui est assez connu, comme Turbonomic aussi. Et tous ces outils-là vont faire globalement ce que nous, on vous propose de faire en version pass, mais via leurs propres outils, via ces sociétés. Donc ça, c'est pour la partie migration de VM, de base de données en lift and shift. Mais après, si vous voulez migrer que la base de données et pas la VM qui contient la base de données, donc si vous êtes sur du IaaS on-premise avec le moteur SQL et que vous voulez migrer dans du Azure SQL Database, et ça va être la deuxième choix, Database Only. Et là, en créant un projet, vous allez avoir la phase d'assessment. On va vous dire, OK, quel type de workload on-premise, quel type de moteur SQL vous supportez. Et puis, on va vous proposer de migrer ça dans Azure. Et lors de la migration, on vous permet aussi de transformer la base de données sur du Oracle, sur du MySQL, du Postgre, du Mongo, etc. Donc ça, c'est le deuxième choix. Troisième choix, vous êtes friand de VDI. Donc le VDI, le principe, c'est que je vais avoir un client léger sur mon poste de travail. Plutôt, je vais avoir un poste de travail léger en termes de performance. Et pour pouvoir travailler, je vais me connecter à une VM qui, elle, est robuste et qui me permet de travailler efficacement au quotidien. Donc là, on va pouvoir utiliser Azure Migrate pour du VDI, en particulier sur du Windows Virtual Desktop. Non, maintenant, ça s'appelle Azure Virtual Desktop, je crois, AVD. Si on-premise, vous aviez une VM et que cette VM, elle avait du 2IS ou de l'Apache avec du PHP en 7.5 par exemple, etc. Bref, si la stack on-premise avec le runtime est compatible avec une web app, vous allez pouvoir utiliser dans la partie web app justement la possibilité de migrer non pas une VM avec du 2IS ou de l'Apache, donc non pas un front-end en copy-paste, mais de transformer la VM en un service pass dans Azure au travers de ce qu'on appelle les app services. Donc là, c'est plutôt intéressant puisque dans la phase d'assessment, vous allez télécharger l'outil que vous allez installer. Donc cet outil, c'est tout simplement l'URL d'un site public. Donc, par exemple, si je prends, c'est un peu du live, ce nom de site-là, je le mets ici, et là, Azure va faire la phase d'assessment. Ah, vous voyez, il vous dit carrément, ça ne serait pas possible pour de l'app service en soi. Maintenant, si je prends le site Le Monde, qui est assez connu, je pense que on devrait avoir quelque chose d'un peu plus précis. On va voir ça ensemble. Assessment. Voilà, là il me dit mon framework est possible à destination d'Azure dans du app service. Il me dit la migration pourrait bien se passer et il me fournit un peu ce qu'il a détecté comme framework, comme runtime sur le site de Le Monde. Donc par exemple, on a du Google AdSense, on a du Facebook Domain Insight, on a voilà. Et tous ces widgets, etc. pourront être migrés dans une web app en fonction de tout ce qui est affiché ici. Donc il y a toute la phase d'assessment pour éviter justement un lift and shift, mais plutôt dans une logique de je laisse l'administration de ma structure à Microsoft. Et enfin, on a les fameux databox dont je vous parlais. Alors, tout à l'heure, j'en ai un peu parlé avec vous, mais c'est quoi au final les databox ?
Le principe des Databox, c'est que vous allez avoir la possibilité que Microsoft vous envoie directement, je dirais, dans les locaux de votre entreprise, une Azure Databox. Alors, c'est quoi une Azure Databox? En fait, ça prend la forme de différentes choses, clairement, hein, pour être transparent avec vous. Je vous montre le lien et je vous envoie le lien directement dans le chat. Donc voilà les Databox auxquelles vous pouvez prétendre. Donc là, c'est Microsoft qui vous envoie le matériel. Par exemple, vous avez l'Azure Databox tout court, qui peut héberger jusqu'à 100 terabits. Et au final, c'est un NAS, tout simplement. C'est un NAS avec un partage réseau dessus. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous avez le Databox Disk, où là, Microsoft va vous envoyer des disques SATA ou USB que vous allez brancher. Et là, on peut avoir jusqu'à 8 terabits de données que vous allez copier dessus et à envoyer chez Microsoft. Et enfin, quand vous avez des gros workloads à migrer en termes de stockage, quand vous avez des terabits de données à migrer, plutôt que d'utiliser la bande passante, vous pouvez bénéficier de la Databox Heavy. Donc encore une fois, c'est des prêts, hein, ce n'est pas des achats. Et là, c'est un peu comme un caddie de supermarché, hein, sauf que vous avez jusqu'à 1 pétabit que vous pouvez transférer dans le cloud public Azure. Alors, bien entendu, comme c'est là aussi un NAS, il faut des connectivités réseau en gigabits, parce que 1 pétabit à envoyer en 10 mégas, ça va prendre un peu de temps. Et une fois que vous avez fait ça, ça va vous permettre d'accéder à vos données directement dans le cloud public Azure, sans utiliser et sans passer par votre bande passante. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Je terminerai mon explication par des choix technologiques qui vont vous être proposés et qui sont importants, bien entendu. Donc concrètement, ce tableau, il me paraît intéressant parce que je vous ai parlé des Databox, dans quel cas ils utilisaient, mais ce n'est pas toujours la solution au final, les Databox. Donc première possibilité, si tout le monde voit mon écran, ma tablette, c'est que j'ai une bande passante qui est faible, d'accord? Et j'aimerais quand même migrer une large quantité de données. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser Azure Import-Export, dont je vous ai parlé, les Databox, pour pouvoir envoyer sous forme de disque, de NAS, donc Databox Disk, Databox Heavy, à Microsoft vos données à migrer. Deuxième possibilité, cette fois j'ai une très bonne bande passante et j'ai toujours une large quantité de données à envoyer. J'ai du gigabit par seconde, de 1 à 100 gigabits sur ma bande passante. Quelle est la meilleure solution pour moi pour transférer mes données? Dans ces cas-là, ce qu'on vous propose d'utiliser, c'est AZCopy, qui est un utilitaire qu'on a vu dans la Z104, qui est disponible d'ailleurs dans le Cloud Shell. C'est un petit utilitaire, c'est un peu comme Robocopy ou Xcopy. Vous allez l'installer sur votre poste de travail ou sur votre serveur. Et à l'aide de la commande AZCopy, vous allez copier les données par le réseau dans un storage account qui est, lui, dans Azure. Et là où il prend tout son sens, ce service, c'est que AZCopy, il est tellement bien fait qu'il est capable de faire un hash des données à copier en amont sur votre serveur. Ensuite, il copie les données par le réseau. Et une fois que les données sont copiées, il va refaire un hash de ces données dans le storage account. Il va comparer les deux hashes. Et si les deux hashes sont identiques, c'est que les données ont bien été copiées. Donc, point important, encore une fois, AZCopy, c'est un utilitaire qui peut être très utile quand on a une bonne bande passante. Mais encore une fois, vous pouvez aussi vous dire, j'ai une bande passante qui est modérée. Je suis en mégabits et pas en gigabits. J'ai quand même une large quantité de données à envoyer. Là aussi, on peut repartir sur du import-export ou Azure Databox. Et quand j'ai peu de quantité de données à migrer, mais qu'en plus de ça, j'ai une bande passante qui n'est pas forcément extrêmement élevée, vous allez pouvoir utiliser AZCopy, le portail Azure. Vous savez que dans les storage accounts, on peut directement importer les blobs depuis l'interface Azure. On a aussi Azure Storage Explorer, qu'on a déjà vu dans une précédente session sur la Z104. Et tous ces outils-là vont vous permettre d'envoyer les données de manière sécurisée en HTTPS dans le cloud public Azure. Donc en utilisant au final la bande passante associée. Donc merci à toutes et tous d'avoir suivi cette dernière session Twitch dédiée à la Z305. On se reverra bien entendu sur d'autres sessions Twitch, sur d'autres concepts, par exemple Azure Real World dont je vous ai déjà parlé, mais aussi des révisions sur des certifications
type AZ500, AZ700 ou même AZ900. À bientôt tout le monde, salut!